Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on sort des sentiers battus et on va s'intéresser aux enchères interactives. Peut-on y faire de bonnes affaires quand on est investisseur ou bien présente-t-elle de l'intérêt uniquement pour les vendeurs? Comment se déroule une vente interactive ou encore comment peut-on y participer? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore, je reçois Louis Duclary, CEO et cofondateur du site enchères-imo.com. Très content en tout cas de t'accueillir sur la chaîne. On sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter et puis nous présenter aussi la plateforme, l'historique un petit peu? Parfait. Bah écoute, merci Guillaume. De toute façon, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui sur le sujet des ventes interactives. Je sais que ça va être assez complémentaire avec peut-être la partie vente aux enchères, adjudication, sur laquelle tu parles d'habitude un peu plus. Écoute, moi je m'appelle Louis, j'ai cofondé Enchères il y a maintenant 4 ans, avec un associé qui s'appelle Paul. Aujourd'hui, Enchères c'est une équipe d'un peu plus de 15 personnes. L'enjeu il y a 4 ans, c'était finalement la recherche d'un meilleur mécanisme de fixation de prix dans l'immobilier. Ok. Pourquoi? Parce que les marchés ont beaucoup évolué, hein, il y a 4 ans et aujourd'hui, mais il y a 4 ans, on était plus dans un marché finalement où les biens avaient tendance à partir très vite et parfois ça avait un côté assez frustrant pour les potentiels acquéreurs qui étaient en recherche sur le marché parce qu'ils contactaient une annonce et en fait on leur expliquait qu'elle était déjà vendue, il n'y a rien de plus frustrant. Et d'un autre côté, on peut avoir une tendance où finalement parfois les biens étaient finalement sous-vendus, parfois. Certains, parce que vendus au premier arrivé, premier servi. Et d'un autre côté, on avait déjà des biens qui étaient en stock, qui bougeaient pas, sur lesquels il y avait peut-être un problème de fixation de prix. Le marché a changé, il s'est pas mal retourné. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt déjà d'aller trouver de la liquidité et permettre aux gens d'avoir envie de se positionner sur des biens. Mais je me rends compte que je m'avance déjà peut-être un peu. Si je dois parler en 2 secondes de la plateforme, c'est une plateforme qui permet à des professionnels d'organiser des ventes interactives, donc un appel d'offres en ligne sur un bien, dans une configuration sécurisée, digitale, avec une remise d'offres tout à fait transparente et derrière de pouvoir commercialiser le bien de façon tout à fait classique. Voilà. Ok. Donc si je comprends bien, Enchères Imo, c'est uniquement pour les agents ou les mandataires immobiliers. Moi, particulier, je ne peux pas venir vous proposer mon bien à la vente. Non, tout à fait. Alors, Ok. on va ouvrir un peu, c'est-à-dire que si tu veux, on va ouvrir à tous les professionnels, tous les gens avec qui on a matière à travailler, on va dire de façon récurrente, puisqu'il y a quand même un enjeu finalement d'aller former quelqu'un à l'outil et derrière de l'accompagner dans le suivi, dans l'usage. Donc, on va travailler en effet, nos principaux clients, ça va être des agents immobiliers, des mandataires. On va avoir aussi des négociateurs en études notariales qui sont finalement, qui font après le même métier déjà. Et on a aujourd'hui quelques marchands de biens qui ont Ok. matière à commercialiser plusieurs biens par an et sur lesquels avec qui on va travailler. Voilà. D'accord. Ça En marche. revanche, on va pas travailler Euh, en direct avec un particulier, mais on a quand même la possibilité de présenter les choses à un particulier et derrière de pouvoir le mettre en relation avec un partenaire. Donc le particulier vient de voir et tu vas le renvoyer vers un professionnel avec lequel tu as l'habitude de travailler. Alors vous fonctionnez Exactement. comment du coup? C'est accès libre en cher IMO. Demain, un agent immobilier qui voit la vidéo sur YouTube, il vous contacte et il peut travailler librement avec vous. Vous avez des partenariats secteur par secteur. Comment ça fonctionne? Non, c'est une très bonne question. C'est complètement accès libre. L'idée c'est que notre objectif finalement c'est de promouvoir ce type de vente. Donc l'ambition et pas de se dire que 90% du marché ou 100% du marché se fera sous vente interactive, ça n'a pas forcément ça l'enjeu, mais déjà de se dire que dans tout secteur, on est capable d'avoir un partenaire qui est capable d'organiser. Et après, techniquement, il peut y avoir évidemment plusieurs partenaires par secteur. Ça semble bien entendu assez logique. L'idée, c'est que chacun puisse avoir une corde en plus à son arc à proposer à ses vendeurs ou à ses acquéreurs. Ok, super. Et donc l'intérêt pour les agents immobiliers, c'est que le bien gagne en visibilité, Mm, j'imagine. ouais, C'est quoi, vous, vos autres arguments, j'allais dire, pour que les professionnels passent par vous? Donc, il y a la liquidité, ce que tu disais tout à l'heure. ouais. Alors, il y a différents arguments, en effet. Disons que si on se met un peu, après on pourra se mettre aussi dans les souliers du vendeur et de l'acquéreur, mais si on se met un peu dans les souliers On va y du venir, ouais. professionnel, le professionnel, sa difficulté majeure, c'est d'arriver à faire passer son estimation qui, honnêtement, souvent est juste, à un vendeur, puis un acquéreur. Et à faire le pont, enfin, c'est son métier. Le professionnel, c'est un intermédiaire dont le rôle, finalement, c'est de fluidifier l'échange entre un vendeur et un acquéreur. Sinon, tout se ferait en PAP ou en particulier à particulier, on se comprend, et il n'y aurait pas besoin d'intermédiaire. Le rôle d'intermédiaire, vraiment, c'est cette relation humaine entre les deux et de faire passer les choses avec du professionnalisme. Et la difficulté d'un professionnel dans un marché qui bouge beaucoup comme le marché actuel, c'est finalement lui, il voit bien que le marché a une tendance baissière parce qu'il voit bien que les prix de l'année dernière sur des biens actuels, ça fait pas de vente. En revanche,
Son rôle, ça va être de faire passer ce message-là à son vendeur, pour permettre à son vendeur de vendre au meilleur prix à l'instant T, et pas de rester son bien illiquide pendant des mois et des mois. Donc, l'avantage pour le professionnel de la vente interactive, c'est de pouvoir dire déjà à un vendeur, écoutez, on va tester le marché. Au lieu de laisser votre bien à 200 comme il est depuis 4 mois, on va le mettre peut-être à 160, ce qui généralement va nous permettre de nous retrouver finalement une forme d'attractivité dans les biens en stock sur le marché, de donner envie à des acquéreurs de contacter et derrière de pouvoir organiser finalement ses visites, sa qualifications, sa validation du financement, enfin tout ce qui fait qu'un professionnel est un bon professionnel pour pouvoir ensuite à la fin permettre à des participants de remettre des offres sur la plateforme. Donc vraiment ce point-là, c'est de se dire déjà on a une corde à son arc en plus pour permettre à un bien, sans le décoter purement et simplement sur le prix de vente du mandat, mais de pouvoir le permettre de retrouver une dynamique et de retrouver une forme de commercialisation intelligente. Donc il y a ça, il y a le fait évidemment en prise de mandat de pouvoir se différencier de confrères en disant bah voilà, moi mon enjeu c'est pas de vous vendre votre estimation sur la Lune. En revanche, je sais que je pense que ça vaut tant. Si vous avez un doute sur mon estime, bah, on fait une vente interactive et si on doit le dépasser, on le dépassera et tant mieux parce que j'ai la solution qui permet de le dépasser si besoin. Voilà en gros les grands arguments côté professionnel. Après, bon, il y a plein de choses, mais pour rester un peu concis. Alors, on viendra après un peu plus loin sur l'intérêt. Bon, pour le vendeur, on l'a compris, puisque ça va te pair avec l'intérêt du professionnel, hein, finalement, pour les acquéreurs après. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process, finalement, de mise en vente et du coup d'achat de biens au travers d'une vente sur Enchères Immo? Euh, Par process, j'entends combien de temps ça prend avant que le bien soit en ligne et c'est quoi le système d'enchères? Et finalement, Ouais. derrière. Est-ce que l'acquéreur a le choix? Bon, je crois que oui, puisque tu nous l'as dit sans le dire. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Ouais, complètement. Alors, avant vraiment que je me lance dans le process détaillé, je pense que un bon premier point, ça serait finalement pour, je pense, tes auditeurs ou les gens qui voient le podcast, enfin, et qui ont souvent entendent plus parler de vente aux enchères, donc d'adjudication, ce serait simplement déjà de faire peut-être un peu la différence, parce que j'ai commencé à me lancer sur la plateforme sur ce que ça représente, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut séparer, si on veut, la vente interactive et l'adjudication très simplement en disant qu'en fait, dans le cadre d'une adjudication, la vente va être actée à l'issue de la vente aux enchères. C'est-à-dire que vous avez remis la meilleure offre, visiblement vous avez fait un dépôt, vous êtes solvable. À la fin de la vente, ça tombe, vous êtes propriétaire. Bon, il y aura un peu de formalité administrative, mais Oui, il globalement, y a la surenchère, il voilà, y a des choses derrière, mais oui, exactement. oui. Mais globalement, vous êtes propriétaire, en tout cas, vous allez l'être, et finalement, ça fait acte. Voilà, puisque justement, une adjudication peut être mise en place par quelqu'un qui a la possibilité d'acter une vente, que ce soit un commissaire-priseur, que ce soit un notaire ou que ce soit un juge. Voilà, donc ça, c'est adjudication. La vente interactive, la grande différence, c'est qu'on va être dans un cadre de vente intermédiaire somme toute très classique par un professionnel de l'immobilier, qui sont ceux dont on a parlé tout à l'heure, hein, agents, mandataires, négociateurs dans une étude notariale, etc., qui finalement vont pouvoir organiser leur vente, vont pouvoir l'intermédier, mais à la fin, cette vente sera actée chez le notaire comme une vente immobilière classique. Donc ça, c'est un point qui est important. Et ce point-là, finalement, va détailler un peu la suite, c'est la vente, finalement, sera classique dans tous les sens. C'est-à-dire que la façon de remettre des offres sera légèrement différente, la façon de commercialiser sera légèrement différente quand on sera dans un appel d'offres. En revanche, la façon d'acter la vente est connue, c'est une vente intermédiaire classique actée par un notaire. Et donc, si on repart de cette fin et qu'on découle jusqu'au début, tout sera pareil, c'est-à-dire qu'il y aura un compromis ou un contrat d'avant-vente, une promesse. Il y a des conditions suspensives, il y a la liberté pour l'acquéreur de se rétracter sans frais, sans conditions suspensives pendant une période donnée. Et le vendeur, comme dans une vente classique, a la possibilité de choisir l'offre de son choix en fonction aussi des critères de financement de chacun. Donc ça, Ok, c'était un donc préambule. Et après, finalement, maintenant, je peux détailler. Ouais, ouais, ouais. ok, donc Yes. finalement, pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, euh, c'est pas vraiment c'est un système d'enchères, mais qui consiste en la remise d'offres. Exactement. Euh, En fait, c'est un système d'enchères dans le sens où l'enchère est le fait, basiquement. L'enchère, c'est le fait de remettre une offre par-dessus une autre, et ainsi de Hmm. suite, en ayant la possibilité de l'avoir. Donc, à ce niveau-là, c'est pour ça qu'Enchère s'appelle Enchère c'est un système d'enchères. En revanche, bon, on est un peu dans du langage, mais c'est pas un système de vente aux enchères, dans le sens où la vente n'aura pas lieu directement à l'issue des enchères. Voilà. D'où le fait que C'est pas pour... nécessairement, alors tu vas Hein. y revenir, mais c'est Mhm. pas nécessairement le plus offrant qui Non. va devenir propriétaire du bien.
parce Non, qu'au final, le vendeur a le choix. exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte, 95% des ventes, que c'est le plus offrant qui est choisi. Parce que bien souvent, les conditions de chacun sont à peu près les mêmes, et donc finalement, le vendeur va aller choisir la meilleure offre. Maintenant, il y a une sécurité pour le vendeur de se dire que s'il y a une légère différence dans l'offre déposée, mais une grosse différence dans les conditions de financement, dans les conditions suspensives, il peut choisir, disons, l'offre la plus sécuritaire. Voilà. Ok. Euh, Maintenant, ce que je te propose, c'est de répondre à ta question, parce que finalement, je n'ai pas répondu. Ouais. Et Sur le ça va être de process. détailler Ouais. un peu le process. Donc, si tu veux, si on détaille le process, je vais te faire process détaillé côté pro et après je ferai intervenir les vendeurs ou les acquéreurs au moment où ils interviennent. Déjà, le premier Parfait. point, c'est le professionnel qui va proposer un vendeur particulier ou professionnel. C'est aussi possible que le vendeur soit un professionnel, peu importe, mais il va proposer à un vendeur le fait de commercialiser en vente interactive. Donc à ce moment-là, il va lui expliquer le système, il va lui expliquer tenants et aboutissants. Il y a un mandat spécial avec une clause qui permet de mettre une option de vente interactive ou bien un avenant en mandat qui peut être mis en place sur un mandat déjà existant s'ils ont déjà une relation contractuelle, finalement. À ce moment-là, le professionnel ensuite va pouvoir diffuser le bien, non plus au prix du mandat, mais sur la base d'un prix, on va dire, de première offre possible, prix de démarrage dans une enchère, tu vois, voilà, départ euh, qui généralement va être décoté non pas sur la valeur attendue, puisque en fait on s'est rendu compte que la valeur attendue finalement a peu d'intérêt marché souvent, mais on va conseiller nous le partenaire, donc le professionnel, d'aller trouver cette décote plutôt par rapport à son estimation, qui souvent est plus au clair sur le véritable marché. Donc on fait une décote généralement de l'ordre de 10 à 20% par rapport à l'estimation. Ok. Le professionnel va pouvoir ensuite aller diffuser le bien sur toutes les plateformes qu'il utilise. Donc, pour en citer plein, comme ça on est tranquille, Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici, Ouest France, enfin, tu vois, toutes les grosses plateformes ou des Ok. plus petites plateformes D'accord. plus niches si besoin. Mais disons que le but, c'est de donner ensuite un maximum de visibilité à ce bien pour avoir des contacts. À ce moment-là, le bien est diffusé. On va dire que généralement, entre cette diffusion et la remise des offres, en moyenne, on va avoir 3 semaines. Comme ça me permet de répondre aussi sur la Ok. temporalité. Tu vas avoir 3 semaines Ouais. qui vont se découper, si tu veux, en trois gros ensembles. Une première phase de contact, qualification. Donc, des particuliers intéressés vont contacter le professionnel pour en savoir plus sur le bien, pour parler de leur projet, enfin, classique, tu connais. Ils vont à ce moment-là avoir la possibilité, une deuxième phase, s'ils sont déjà un petit peu préqualifiés et sérieux, de visiter. Pendant les visites, ils vont obtenir plus d'informations, ils vont pouvoir voir le bien, etc. Et ensuite, il y a une troisième phase avant la vente interactive qui va correspondre à une phase de validation du dossier, financement. Ok. Évidemment, puisque il y a quelque chose qui est assez important, c'est que pour pouvoir participer à une vente interactive, il faut avoir été accepté, validé par la personne qui l'organise. Donc, tu ne pourrais pas avoir quelqu'un qui voit un bien sur Enchère Immo et qui, le jour de la vente, se dit, OK, je vais aller remettre une offre. Ça ne fonctionnera pas parce qu'en fait, vous ne pourrez pas vous connecter à la vente. En revanche, vous allez pouvoir faire une demande en amont. Cette demande sera traitée par le professionnel. Vous allez visiter, vous allez être qualifié. Enfin, finalement, tout le chemin classique. Et à l'issue, vous pourrez remettre une ou des offres pendant la vente interactive. À l'issue de la vente, enfin, Ok. donc Donc pour jour bien J, ouais, expliciter ce que tu viens de nous dire, ouais, ouais, c'est vraiment ouais, le professionnel qui a la main là-dessus, qui va sélectionner finalement quel profil, quelles personnes vont pouvoir aller se positionner et formuler des offres sur le bien. exactement. Ok. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, nous, ce qu'on observe dans la sélection des profils, c'est que le professionnel, finalement, a quand même tout intérêt à avoir un certain nombre de participants. Donc, il a aucun intérêt à faire une sélection trop drastique. Et d'ailleurs, nous, finalement, ce qu'on va lui conseiller, c'est que quand il va faire entre guillemets, la qualification des profils, il aura peut-être des profils qui, en termes de budget, n'iront pas jusqu'à ce qu'attend le vendeur. En revanche, en fait, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est pas ce qu'attend le vendeur, c'est de se dire déjà, on veut des offres. On veut voir où le marché est présent. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire, si on a quelqu'un qui est finançable, peut-être un peu en dessous de ce qu'attend le vendeur, mais qui veut remettre une offre et qui est très sérieux, on a tout intérêt quand même à le faire participer, puisque finalement, c'est peut-être lui qui va remporter la vente. Et c'est peut-être lui qui permettra au vendeur d'accepter la réalité marché aussi. Donc, l'idée, c'est pas d'être trop drastique. En revanche, ça permet quand même d'écarter les gens pas du tout sérieux et permettre ensuite aussi de rassurer les participants en leur disant, bah, OK, vous allez participer à une vente interactive, vous allez pouvoir remettre des offres. Déjà, premier point, n'ayez crainte. Les gens qui vont remettre des offres comme vous, c'est des gens comme vous, qui sont qualifiés, qui sont sérieux. Donc, vous savez déjà que vous vous interagissez avec des gens rationnels. Et ensuite, à partir de là, vous allez les fixer le prix. Voilà.
Ok, bon, super. Et donc, pour Euh, terminer sur le process de vente, si tu veux bien, une ouais. fois que les offres ont été formulées, donc il y a un délai, j'imagine, il y a un laps de temps pendant lequel les enchères, les propositions peuvent être soumises. Comment ça se passe si moi je soumets une offre à 200 000, quelqu'un d'autre à 210, je peux en formuler de façon illimitée des offres ou bien je suis limité à ma première offre en tant qu'acheteur? Alors, super question. Merci de la poser, parce que non, en vrai, c'est une question qu'on pose pas souvent, mais finalement, en effet, toi, si tu es le professionnel qui organise la vente, tu auras la possibilité de déterminer la durée de ta période de remise d'offre. Ok. Nous, on va te conseiller une durée assez courte, généralement entre une demi-heure et une heure. Pourquoi? Parce Ah que oui, c'est c'est très ample. très court, effectivement. Mais Ouais, en fait, mais ouais, mais finalement, si tu compares par rapport à des ventes au tribunal, ça peut durer 5 minutes, en fait. Le tout, ouais, je suis le d'accord. tout, le tout, c'est Non, d'avoir non, les gens carrément, rassemblés au c'est même ça. moment. Le tout, c'est d'avoir les gens rassemblés au même Allez, ben moment. voilà, c'est Et voilà. ouais. Et c'est vrai C'est que plutôt ça, à la limite, c'est de se dire qu'il faut que la personne, elle soit dispo à 7 heures et ce jour-là précisément. exactement, Parce qu'elle peut très bien être intéressée, mais être bloquée et à c'est pas ça. pouvoir se positionner le jour J à cette heure-là. Exactement. Alors après, pour te dire, finalement, il y avait deux axes de réflexion. Le premier, c'était de se dire, bah, on augmente la durée de la vente. Comme ça, la personne peut se positionner, peut-être qu'elle pourra mieux se positionner à 8 heures du matin qu'à 19 heures. Mm. Pour moi, c'est une fausse réponse. Pour la raison simple, c'est que tu sais comment fonctionne une vente interactive, tu sais comment fonctionne une enchère au sens global. Souvent, c'est les dernières offres qui vont remporter. Peut-être pas la dernière, mais peut-être l'avant-dernière. Donc, si tu peux te positionner à 9 heures, mais que tu n'es pas là sur la fin de la vente, tu as peu de chances d'être le meilleur offrant. Ou bien d'avoir risqué dès 9 heures de remettre une offre très forte, peut-être trop, par rapport à tes concurrents. Donc, c'est pas pour moi une réponse. La réponse, c'est plutôt de se dire dans ce cas-là, on fait en sorte de trouver déjà un horaire qui corresponde un maximum aux gens. Et ça, c'est aussi l'avantage qu'on peut avoir par rapport à un tribunal, c'est que c'est en ligne. Donc, il n'y a pas besoin il y a pas besoin d'avoir le tribunal ouvert, il n'y a pas besoin d'avoir, etc. Donc, généralement, ça va être souvent entre 18 heures et 20 heures, le bon créneau. En semaine, D'accord. Ok. on écarte le week-end, parce qu'on sait que le week-end, les gens ont généralement d'autres occupations. Mais en semaine, enfin, il faut comprendre que si jamais tu veux vraiment faire une offre sur un bien, ça se fait sur téléphone, hein. Il suffit que tu aies tes identifiants. Oui, tu vas te débrouiller pour Franchement, être tu te dispo, bien débrouilles sûr. pour le Non, mais faire. Voilà, on tu est te débrouilles d'accord. pour le faire. Et au pire du pire, si tu peux pas le faire, tu te fais représenter. C'est pas gênant. Mais voilà, en gros, il faut que ce soit court. C'est ce qui crée l'émulation. De toute façon, ce qu'on remarque, c'est que même sur une vente d'une demi-heure, tu vas avoir une, deux, trois offres au début. Et ensuite, tout va se passer dans les 10 dernières minutes. Donc, Ouais, voilà, il faut créer l'émulation comme ça. Et ensuite, en effet, les gens ont la possibilité de remettre plusieurs offres. C'est tout l'intérêt, hein. Tu remets une offre, tu vois comment réagissent les autres, tu remets une autre offre, etc. Sinon, on n'est plus vraiment dans de l'enchère. Sinon, ce serait simplement un panier dans lequel tu remets ton offre. Donc, tu peux mettre de nombre bien d'offres sûr. illimitées. Et il y a une petite fonctionnalité qui fait que s'il y a une offre qui est déposée dans les moins de 2 dernières minutes, le chronomètre va se remettre à 2 minutes pour laisser 2 minutes aux autres Ok. participants s'ils souhaitent aller au-dessus. Voilà. Donc finalement, ça peut aller un petit peu après la deadline. Tant Oui, que les gens soumettent des offres, ça va prolonger de exactement. 2 minutes en 2 minutes. Ok. Ouais. Alors, un peu moins de 2 minutes, parce qu'en fait, tu vois, si jamais il reste 1 minute 30 et que tu remets une offre, bah, on va rajouter 30 secondes pour se remettre à deux D'accord. minutes. Mais l'idée, c'est qu'en effet, nous, sur des ventes où il y a, on va dire, beaucoup de bagarres, on va finir parfois avec 15 minutes en plus du terme prévu initial. Mais c'est simplement Ok. parce qu'en fait, les gens sont allés au bout de ce qu'ils voulaient, quoi. Bon, bah, écoute, c'est super intéressant déjà de savoir tout ça. Merci. Et donc, pour en revenir à ma question précédente, Mhm. c'est terminé. Oui. Il y a plusieurs offres qui ont été soumises. Mhm. Le choix final donc revient au vendeur. Oui. Donc là, c'est l'agent IMO finalement qui reprend la main, même si finalement il a eu un petit peu du début à la fin, mais il y a la plateforme qui fait interface de vente pour la vente interactive. Et puis l'agent IMO remet les informations au vendeur qui, euh, qui du coup va faire son choix. Exactement. Donc, si on se dit là, le chrono se termine, la vente interactive, la partie remise d'offre est terminée. Les participants vont avoir la possibilité, soit en ligne, ça va dépendre du professionnel directement, soit en direct avec le professionnel, de pouvoir formuler une offre. C'est possible sur Enchérimo, tu vois, de derrière formuler ton offre avec tes conditions suspensives, etc., tes conditions de financement et la signer directement. Le professionnel récupère Ok, ses offres et va aller, bon, tu l'auras compris, généralement c'est en soirée que ça se passe. Donc parfois le retour sera le lendemain parce qu'en fait le professionnel prend bien sûr. rendez-vous derrière avec le vendeur le lendemain matin. Il va aller lui faire la restitution. Imaginons en moyenne on a 4 participants.
C'est une moyenne, mais bon, je te D'accord. raisonne sur cette moyenne-là. Donc, il va aller faire restitution d'offre 1, offre 2, offre 3, offre 4. Quelles sont les conditions de chacun, quel est le projet de chacun, etc. Et à ce moment-là, le vendeur, on va dire, a les cartes en main pour choisir. Bien souvent, il va quand même choisir avec le conseil du professionnel, pour une raison simple, c'est que tout le monde a envie que la vente aille au bout. Donc, on a envie de prendre celui qui est le plus sérieux et qui a remis la meilleure offre. Voilà. Et à l'issue, on va revenir vers les acquéreurs, enfin, vers les participants. On va dire, bon, bah, un tel a été sélectionné. Vous, malheureusement, c'est pas votre dossier qui a été sélectionné. Et on se met directement dans la rédaction d'un compromis pour permettre de faire avancer la suite. Ok. C'est reparti sur le cursus normal, Exactement, rédaction de compromis, notaire, etc. Ok, tout à fait. entendu. Euh, et alors, si on essaye de se placer du point de vue de celui qui achète, des Oui, acheteurs potentiels, bon, moi sur la chaîne et la raison d'être de la chaîne, c'est d'expliquer et de familiariser un petit peu les gens, d'ouvrir sur la thématique des enchères judiciaires, en expliquant que oui, il peut y avoir de bonnes affaires, mais pas seulement, et que c'est pas aussi simple que ça. Euh, Au niveau des ventes interactives, du moins sur Enchères Immo, est-ce que toi, tu as la stat de... alors, peut-être pas la différence entre la mise à prix des ventes et le prix final en termes de mhm, pourcentage. Est-ce que ça se vend 20, 30, 40% au-dessus de la mise à prix? Parce que finalement, bon, la mise à prix, enfin, remarque si, toi, tu nous l'as dit, sur les enchères judiciaires, c'est décorrélé de la valeur du bien. Un bien qui vaut oui, 300 000 euros peut être mis à prix 30 000, comme il peut l'être à 50 ou autre. C'est l'avocat qui va avoir la main et qui va choisir. oui, Vous, si j'ai bien compris, c'est 10-20% en deçà de la valorisation qui a été faite par l'agent. Donc oui, finalement, est-ce que tu as une stat ou quelque chose sur le prix fini des biens sur l'ensemble des ventes? oui. Alors, le premier point, tu disais en effet que l'avocat peut mettre un prix très décoté dans le cadre du judiciaire. C'est le cas dans le cadre d'une vente interactive par un agent immobilier aussi. Simplement, finalement, faire une décote trop forte, ça a parfois pas forcément de sens parce que derrière, ça fait du traitement, hein. Si tu te mets à 30 000 pour un bien qui vaut 300, tu te retrouves quand même avec beaucoup de gens qui vont mettre des offres entre 30 et 100 000, ce qui sera complètement hors scope, en tout cas pour les vrais gens qui vont vouloir l'acheter, quoi. Donc ça fait quand même du Oui, traitement. non, mais ça présente pas d'intérêt à votre niveau à vous. C'est vrai que Non, on est vraiment sur une matière complètement différente des enchères oui, judiciaires où là, l'intérêt, c'est complètement. d'amener le chaland, plus de visibilité, etc. C'est Exactement. complètement différent. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que nous, finalement, on conseille entre 10 et 20. Maintenant, ça peut être 30 ou 40, peu importe. Mais l'idée, c'est ça. Déjà, c'est le point de départ là. Et ensuite, ce qui va se passer côté acquéreur, l'intérêt finalement pour l'acquéreur, ça va être de se dire, j'ai une possibilité de aller me positionner, non pas par rapport à un vendeur qui attend quelque chose, et qui peut-être n'est pas dans le vrai, notamment dans le marché actuel. Parce qu'en fait, finalement, ce dont on peut arriver à comprendre le marché aujourd'hui, c'est que on a bien souvent des vendeurs qui attendent que ça valait l'année dernière, finalement dans leur bon droit, hein, parce qu'ils ont peut-être payé il n'y a pas si longtemps, etc. Mais en face, on a des acquéreurs qui, eux, ont une capacité, un pouvoir d'achat qui, malheureusement, c'est pas eux qui le définissent. Il va être défini par des choses un peu plus macro, et s'ils ont perdu 30% de pouvoir d'emprunt, bah, ils vont pas pouvoir se rajouter ces 30%-là. Donc, Sûr. l'enjeu, nous, surtout, c'est d'être finalement une forme de facilitateur pour la vente qui va permettre à un vendeur de ne pas prendre peur quand on va lui dire bah, on va faire une décote sur votre bien parce qu'on va bien lui expliquer qu'à la fin, il choisit ou non de vendre en fonction des résultats et en fonction peut-être de son niveau aussi d'atterrissage par rapport au marché, on va dire. Ouais. Et d'un autre côté, l'objectif, c'est qu'avec cette décote, on va aussi donner envie à des gens sur le marché qui sont plutôt, eux, du côté acheteur, d'aller se positionner parce que à 200 000, ils y seraient jamais allés. À 160 ou à 150, ils vont se dire, bah, moi, je veux bien en savoir plus, je veux bien discuter. Et on leur donne envie d'aller se positionner. Et surtout, on leur dit dans un second temps, vous allez vous positionner non pas en face d'un vendeur, parce que c'est bête, mais entre 200 et 150, la marche elle est trop élevée pour négocier, en vrai. Et souvent, on va se retrouver face à un mur qui va se vexer parce qu'on lui a fait une offre à 150 et la discussion s'arrête là. Alors que là, déjà, on va faire la première négo entre les acquéreurs eux-mêmes. On va dire, OK, vous êtes qualifié, vous allez participer, remettez les offres. Donc là, déjà, pour le moment, on sort le vendeur, on sort le professionnel de l'équation. L'acquéreur A va remettre une offre, l'acquéreur B une autre, l'acquéreur C une autre, etc. Entre eux, finalement, ils vont aussi aller se rassurer sur le niveau de valeur que sont prêts à mettre les autres, parce que c'est idiot, mais
enfin, je pense que tu t'es positionné sur beaucoup de biens, tu vois très bien comment ça marche. Quand tu connais parfaitement ton marché et que tu es un professionnel comme toi, bah, c'est simple de valoriser quelque chose. Quand tu es un acquéreur lambda, dont c'est pas forcément le job d'acheter et finalement tu es en train de mettre une grosse partie de ton capital dans quelque chose, bah oui, tu vas aller regarder les sites d'estimation en ligne, tu vas regarder les DVF, hein, tu vas regarder certaines choses qui te donnent un indice sur combien ça vaut. Mais finalement, c'est difficile. Et c'est toujours difficile jusqu'au dernier moment de se dire est-ce que j'ai fait une bonne affaire, une mauvaise affaire. Là, l'avantage, c'est que déjà, tu vas Mhm. être rassuré par d'autres acquéreurs et entre vous, tu vois, les différents acquéreurs entre eux vont déjà se donner un niveau de confiance et de transparence par rapport à combien sont prêts à mettre les autres. Et l'avantage derrière, c'est quand tu récupères ce panier d'acquéreurs-là, qui peut être arrivé à n'importe quel niveau, hein, je veux dire, il y a des ventes où on dépasse les attentes du vendeur. Ça existe encore, hein, parce que les gens ont estimé que ça valait plus. En revanche, il y a, et c'est plus le marché actuel, je te donnerai les stats juste après, des ventes où on va finir peut-être dans les 170, 180 pour une attente à 200, et personne ne serait allé au-dessus, et ça permet tout de suite aussi au pro d'aller voir son vendeur et de dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, j'ai pas mieux. Et c'est peut-être parce que c'est pour le moment ce que ça vaut. Donc, le but, c'est quand Mhm. même d'être rassurant et de trouver un pont entre vendeur et acquéreur. On sait que ça marchera pas à tous les coups, parce que parfois, on n'aura pas trouvé la bonne cible d'acquéreur, parfois le vendeur sera pas prêt à comprendre le marché. Mais notre enjeu, c'est quand même d'essayer de fluidifier ces ventes pour permettre quand même d'avoir du volume et que le marché tourne. Parce que sinon, il se passe plus rien et personne ne. Enfin, ça fait pas avancer le truc. Donc voilà. Maintenant, si je rentre vraiment dans les stats, tu vois, aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, et d'ailleurs, on sort maintenant, ça me permet de faire un peu de pub pour mon indice, qui est gratuit, hein, que vous pouvez retrouver sur le site. Mais en gros, dans la partie presse, en bas de la homepage, vous pouvez retrouver ça. Maintenant, tous les mois, on sort un indice qu'on appelle le GAPI, donc Gap Index, qui est finalement la comparaison et l'évolution de la comparaison entre ce qu'attendent les vendeurs, parce qu'en fait, on a les trois informations nous, Ok. sur Enchère Immo. On a l'estimation du pro, on a le prix mandat, donc les attentes du vendeur, et on a la meilleure offre pour chaque bien. Et en fait, c'est une courbe, si tu veux, qui va te montrer l'évolution entre, on met en base 100 l'estimation du pro, parce que y a plus Ouais. d'intérêt de la faire évoluer, et on va faire évoluer au-dessus les attentes du vendeur, et ce que remettent les participants. Et ce qu'on voit, en fait, déjà, c'est un côté plutôt positif, c'est que le gap entre vendeur et acquéreur avait explosé sur le dernier trimestre 2023. On était à plus de 9%. Et malheureusement Ok. pour nous, c'est un peu une fatalité. Quand tu es à 9% en moyenne, bah, tu as un taux d'échec peut-être de 60% sur tes ventes, parce qu'en fait, 9%, on n'est pas dans l'espace de négociation possible. Souvent, ce qu'on voit en moyenne, et c'est les notaires qui le diront, l'espace de négo, il est autour de 5-6%. Ouais. Et ce qu'on voit, nous, ce qui est plutôt chouette depuis le début, depuis février, cet écart entre vendeur et acquéreur s'est stabilisé sous la barre des 7%. Même précisément, tu Ok. vois, sur le mois dernier, on a un vendeur qui est 3,2 au-dessus de ce qu'estime le pro, et on a un acquéreur qui est 3,3 en dessous de ce que donne le pro. Donc, tu vois, on est dans un espace de 6% et demi, et c'est un espace dans lequel tu peux négocier, tu peux discuter. Et les Ouais, gens bien vont sûr. pouvoir se rapprocher. Quand cet espace devient trop important, malheureusement, c'est, c'est un peu irréconciliable. Donc déjà, ça, c'est plutôt un bon point sur le marché actuel, mais ça me fait un peu digresser, mais ça répond à ta question, j'espère. Non, mais c'est très très intéressant, bien sûr, ouais, je te remercie. C'est hyper intéressant et c'est vrai que ça reflète tout à fait la particularité du marché immobilier ces derniers mois, Mhm. où on a eu en 2023 une perte de pouvoir d'emprunt Mhm. des acquéreurs phénoménale et surtout très rapide, très très Ouais, rapide. Là où dans les années d'avant, on était sur un marché acquéreur où il y a un gros pouvoir d'achat, on avait historiquement des taux d'intérêt très très bas, etc., qui avait fait grimper les prix. Donc en plus, le deuxième effet, c'est que les vendeurs étaient dans un état, eux, d'euphorie parce qu'ils mettaient en vente et ça se vendait quasiment toujours au prix qu'ils escomptaient, ou du moins ouais. bien supérieur à ce que valait le bien dans les années précédentes. Donc finalement, tout le monde était très content. Et là, c'était devenu beaucoup plus compliqué, donc il faut le temps que tout le monde digère. Et Donc, complètement. Et sur ce point-là, tu vois, enfin, je vais rebondir sur la partie digestion. Ce qu'on observe, nous, chez Enchérimo, c'est que, et c'est un constat, hein, c'est qu'en fait, finalement, la vente interactive permet d'entamer une négociation plus sainement derrière entre le meilleur et le vendeur, puisque en fait, il y a déjà une marge qui a été passée. Et en fait, ce qu'on voit, parce que finalement, beaucoup de biens qui arrivent en vente interactive, 60% des biens sur Enchérimo, c'était déjà des biens en stock, déjà commercialisés. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on parle avec des professionnels, avant qu'ils la mettent en vente interactive, ils vont nous dire, mais en fait, moi, j'ai juste pas de contact. Personne n'ose me remettre une offre. ouais, Et je pense que le marché précédent dont tu parlais, qui était très dynamique, où les gens savaient que c'était au prix ou rien, etc., etc., enfin, tu vois, dans le niveau global, fait que
les gens savent plus négocier. Enfin, je parle pas des professionnels, des acteurs, des marchands, des gens qui savent, mais Ouais, en moyenne, les gens ils n'osent négocient plus. moins Ouais. et ils osent plus négocier Mm. parce qu'on leur a martelé trop longtemps qu'il n'y a pas de négo possible. Et en fait, aujourd'hui, il faut négocier parce que malheureusement, s'ils négocient pas, il n'y a pas de vente. Et la vente interactive a cet avantage de faire passer une première négociation déjà sur la plateforme. Et je pense qu'en effet, il faut que les gens retrouvent le goût de la négo, quoi. Parce qu'une négo, ça veut pas Complètement, forcément dire complètement marcher d'accord sur avec toi. l'autre. Ça veut dire trouver un point où on est prêt à se serrer la main, quoi. C'est tout. C'est ça, C'est ça que c'est une c'est ça, négociation. exactement. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai que la plupart des gens, et notamment quand on cherche à acheter la résidence principale, qui est l'achat d'une vie pour Mhm. beaucoup de monde, c'est Ouais. ah ben, il est trop cher. Donc, il est trop cher, le vendeur. Enfin, on se met pas à réfléchir à la possibilité de. On s'arrête Mhm. au prix. Et puis, typiquement, il y a aussi un autre effet qui est que sur les plateformes de vente traditionnelles, on va dire, tu bornes, quand tu configures ta recherche, tu la bornes avec un prix élevé qui est ton budget. Et du Mhm. coup, si tu bornes à 250 000 par exemple et qu'un bien est à 270, 280, tu Il le verras sort, même pas si tu n'as pas borné juste au-dessus. Donc tu trouves bien sûr. même pas la possibilité de. Alors que, et c'est vrai que là pour le coup, je vois clairement le gros avantage de passer par un site de vente interactive comme Enchères Imo, c'est que bah, les biens sont mis en vente à un prix en deçà, donc tu vas pouvoir les voir parce que justement il y a cette décote prix d'appel qui fait que tu vas te dire, tiens, il y a la possibilité de. Exactement. Bah, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est un des arguments forts de redynamisation d'un bien. C'est de dire, le bien aujourd'hui, il est à 250. Malheureusement, les gens qui sont prêts à l'acheter, bah, ils bornent tous, comme tu dis, à 220. Et en fait, de le faire passer à 210 ou 200 en prix de première offre possible, déjà, ça leur remet dans un espace où les gens qui sont prêts à l'acheter vont pouvoir le voir. Alors après, évidemment, il y a de la pédagogie, il va falloir que le professionnel leur dise, bah, vous ne pourrez pas l'avoir à 200. En revanche, vous allez vous pouvoir vous positionner à partir de 200. Et ça vous engage en rien, et ça vous coûte pas d'argent, et ça va vous permettre de voir où sont les autres. Et honnêtement, ça fait pas perdre beaucoup de temps. Enfin, quelqu'un qui est vraiment en recherche active, il va en faire des dizaines de visites. De plus ou de moins, ça change pas grand-chose. Et Bien l'idée sûr. derrière, c'est aussi de permettre de montrer à un vendeur, souvent sur les biens stockés usés, hein, c'est pour ça que je prends cet exemple, que bah oui, à 250, on n'a pas de contact. C'est marrant, à 210, on en a. Est-ce que ça voudrait pas dire que déjà on est dans un Ouais, endroit plus de marché? Et ensuite, peut-être qu'on aura ouais, des dans la offres à réalité du 215, marché. 220, 225. Et à ce moment-là, ça permet de faire atterrir, en tout cas de montrer au vendeur que voilà. Et moi, il y a un point aussi qui est extrêmement important, c'est que les gens réfléchissent énormément au prix par rapport à ce qu'ils ont acheté, etc., etc. Honnêtement, ça, je suis 100% d'accord pour du secondaire ou de l'investissement. Parce que tu veux vérifier ton TRI, tu veux savoir où tu te places, etc. Faire une offre. En revanche, dans le cas de la résidence principale, si tu vends pour racheter, honnêtement, t'en fiches, hein. Enfin, il faut surtout essayer de naviguer dans le cycle, mais surtout de racheter au même moment que tu vends. Pour pas risquer, tu vois, l'écart si le marché est remonté ou si le marché a baissé. Mais si tu vends C'est et que tu plutôt achètes au ça le même risque, moment, effectivement. techniquement, il y a peu de risques. Ouais. Voilà. Si tu es sur le même secteur, effectivement, il n'y a pas de risque. Voilà. Et ça m'amène à une question, tiens, tu vois, qui me monte à l'instant. Est-ce qu'il y a davantage de biens résidence principale qui sont vendus sur enchères-imo? J'imagine que c'est la majorité des biens. Mais est-ce qu'il y a aussi des produits d'investissement? Mhm. Ouais, tout à fait. On va avoir trois grands types de produits. Résidence principale, résidence secondaire, qui est un marché, Ok. honnêtement, qui alors a subi un peu, mais sur certains coins, il y a encore des gens qui ont des poches profondes, donc il y a encore des transactions qui se font. Et évidemment, un marché d'investissement aussi, qui va dépendre en fait du lieu, mais du parking, du T1, du T2, il y en a plein qui passent sur Enchères Immo. Et je pense que l'avantage de la vente interactive pour de l'investisseur classique, on va dire, c'est que entre deux investisseurs ou trois investisseurs ou peu importe, N investisseurs, généralement, il y aura N retours attendus. Et c'est le gros avantage, c'est que finalement, bah, celui qui attend une renta plus faible que celui de son voisin de gauche, bah, il est prêt à se positionner un peu plus haut. Et ça permet finalement d'aller Bien sûr. trouver un bon équilibre entre l'investisseur et le vendeur qui va s'y retrouver, puisque il y a toujours un investisseur qui attendra moins de retours, et donc ça lui assurera lui un meilleur prix de vente. Ok, super. Bon, bah écoute, c'est très intéressant. Dernière question Mhm. pour finir, Louis. Qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux comme développement pour les mois qui viennent? Et pour toi,
alors ça reste très subjectif évidemment, c'est quoi l'avenir des ventes interactives? Parce qu'on a bien compris là du coup Mhm. quel intérêt ça peut représenter à la fois pour les professionnels de l'immobilier, mais aussi pour les vendeurs, voire pour les acheteurs sur certains biens, puisque ça permet d'aller finalement acter la baisse du prix digérée par le vendeur. Donc ça permet d'aller toucher des biens qu'on n'aurait pas touchés sur le marché traditionnel, entre guillemets. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça va donner dans les mois et dans les années qui viennent, d'après toi? Alors, première partie de ta question sur enfin, ce qu'on a dans les tuyaux. Euh, Aujourd'hui, chez Enchérimo, on a quand même une grosse fibre tech, hein. Un tiers de l'équipe, c'est des développeurs. Donc, les choses qu'on a dans les tuyaux, c'est OK, on a réussi à, on va dire, digitaliser le principe d'enchère dans la vente intermédiaire. Maintenant, on se dit, on veut aussi être capable de digitaliser l'offre. Alors, on le fournit déjà à nos clients, typiquement à la fin de l'enchère. Tu as la possibilité de remettre ton offre en ligne avec tes conditions, ton machin, etc. Et derrière, c'est traité par le professionnel qui peut faire l'échange et le pont avec le vendeur. Nous, notre ambition, c'est aussi de se dire, finalement, cette brique existe chez nous pour la vente interactive. Pourquoi pas la proposer aux professionnels pour de la vente classique? Finalement, c'est tout bête, mais D'accord? rien que le fait que de pouvoir remettre une offre simplement. Tu vois, tu ouvres un formulaire, tu coches les cases, tu remplis tes conditions, tu signes. Et honnêtement, tu n'as pas besoin de ton professionnel qui t'envoie un PDF avec tu vois, un modèle. Enfin, voilà. L'idée, c'est de digitaliser un peu tout ce truc-là, qui est pas très Ouais, compliqué. Et simplement, comme nous, on a déjà les clients agents immobiliers, on leur propose ça en plus. Maintenant, on pourrait l'imaginer pour la vente classique. Il y a aussi un peu des ambitions sur certaines typologies de biens. Tu vois, aujourd'hui, nous, on est très présent avec les professionnels de l'IMO, donc qui vendent les différents biens dont on a parlé. Il y a quand même aussi tout un enjeu qu'on pourra aller développer avec notamment les collectivités. Il y a beaucoup ok, d'arbitrages qui sont faits avec les collectivités. La vente interactive est une réponse typiquement à ce que peut attendre la collectivité, donc finalement le contribuable, qui est de se dire on veut valoriser au mieux un produit quand il sort du giron de la collectivité. Donc ça, c'est un travail sur lequel ouais, nous, on planche pas mal depuis quelques temps et il y a des choses qui vont sortir prochainement. Donc voilà un peu pour ces choses-là. Et après, ta question un super. peu plus globale sur à quoi, enfin, quoi on peut s'attendre pour l'évolution de la vente interactive. Écoute, plutôt de bonnes choses. Bah, déjà, le premier point, c'est que nous, quand on s'est lancé en début 2020, c'était un peu le balbutiement, au sens où ça existait quand même depuis déjà 4-5 ans, hein, mais peu de gens en avaient entendu parler, c'était peu présent. Aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, on pousse ce système-là, alors pas tout seul, hein, on a aussi d'autres plateformes qui permettent de le faire, etc. Mais finalement, ensemble, on est en train quand même de généraliser ce système. Et il y a de plus en plus d'offres que tu te balades enfin, tu vas sur Le Bon Coin, tu tapes vente interactive, tu vas avoir beaucoup d'offres. Euh, Ouais, donc typiquement, notre but, c'est de le généraliser. C'est à terme que ce soit une vraie chose complémentaire à la vente classique, tu vois, pas interactive, et de pouvoir finalement permettre allez, d'aller faciliter honnêtement, il y a bien 50% des ventes en France qui traînent, qu'on pourrait faciliter, en tout cas montrer rapidement aux vendeurs où il y a quelque chose à faire. Et pour nous, c'est ça l'ambition finalement, c'est de continuer à creuser ce marché, à montrer aux pros, aux vendeurs et aux acquéreurs que ça peut représenter un intérêt pour chacun en fonction de ce qu'on cherche. Et voilà notre objectif. ok, super. Écoute, merci beaucoup. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu finis là-dessus, c'est drôle. La raison, Mhm. parce que j'ai ouvert, moi, l'introduction de la vidéo avec ça. La Ouais, raison pour laquelle je t'ai contacté ouais. pour parler d'enchères interactives, c'est parce que je reçois de plus en plus de questions, Mhm. alors d'investisseurs dans une moindre mesure, mais surtout de pros de l'immobilier que j'ai dans mon réseau, qui me Ouais, posent la question, comme ils savent que je partage sur les enchères, comment ouais, ça fonctionne, etc. Est-ce que c'est la même chose? Quelles sont les différences entre judiciaire et vente interactive? Et qui veulent s'y intéresser parce que justement, ils ont des biens qui traînent en portefeuille, qui se disent que ça peut être l'opportunité d'aller chercher quelque chose de différent, de gagner en visibilité, ouais. etc. et en liquidité sur le bien. Donc, ok. Canon. Bon, Bah, bah, super, Louis, en peut-être tout qu'il cas. faudra que je t'invite pour parler de vente aux enchères alors. Ah, écoute, pourquoi pas? On parlera vente judiciaire, avec plaisir. Exactement. Avec plaisir. Dans la grosse différence fondamentale, c'est à la base. C'est-à-dire que d'un côté, on a une vente forcée. Oui, C'est la raison pour laquelle ça se passe devant le tribunal. Et de l'autre côté, on a quand même un vendeur qui est volontaire, qui a des difficultés exactement. peut-être à reconnaître le juste prix de son bien, mais il est malgré tout volontaire, il a envie de vendre son bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Louis, pour ce Merci. partage et toutes ces informations. Je pense que les gens qui vont voir la vidéo sauront vraiment comment ça fonctionne et les professionnels à quoi s'attendre et quels sont les intérêts pour eux à aller passer par vos services. Merci Guillaume. Avec grand plaisir. À bientôt, Louis.